Chapitre 8. La tuerie. Le drame de Sainte-Adresse, comme on le sait, ne fut que le prélude de l'affreuse tuerie de Passy, mais là encore, procédons par étapes. À Paris, je fus quelque temps sans voir Rouletabille. Un jour, je le rencontrai dans la salle des Pas-Perdus. Je la traversais en hâte, et tout à fait exceptionnellement, car il n'est point d'usage de se montrer au palais pendant les vacations. Il revenait du bureau de la presse judiciaire, et nous nous arrêtâmes en nous trouvant en face l'un de l'autre. Nous étions à peu près seuls sous l'immense vaisseau, cependant nos voix avaient là des sonorités qui le gênèrent tout de suite, sans doute pour ce qu'il avait à me dire. Il m'entraîna dans une galerie adjacente en me demandant « As-tu des nouvelles de Boulanger ?» Je lui répondis que j'avais reçu une réponse de Roland à l'une de mes lettres et que j'avais appris ainsi que madame Boulanger était en pleine convalescence, ce dont, naturellement, je m'étais réjoui. « À qui avais-tu écrit ?»« À madame Boulanger. Je t'avouerai que depuis ce que tu m'as fait voir du drame de Sainte-Adresse, j'ai la plus grande répugnance à entretenir des relations avec l'illustre professeur. »« Et c'est lui qui t'a répondu ? As-tu gardé sa lettre ?» C'est possible, mais je n'en suis pas sûr. Mes secrétaires sont en vacances et il y a assez de désordre en ce moment dans mes paperasses. Allons chez toi. Tu tiens donc bien à voir cette lettre ? Surtout l'enveloppe si tu l'as encore. Ah, ce coup-ci, tu m'en demandes peut-être trop. 20 minutes plus tard, nous étions dans mon cabinet et je retrouvai la lettre dans son enveloppe. Aussitôt qu'il vit cette enveloppe, Rouletabille pâlit. Cependant, il n'y toucha même point. J'étais à quelques pas de lui et la lui tendais. Il la regarda 2 ou 3 secondes et me dit tout de suite, la voix changée, « C'est bien, tu peux brûler ça. » Et il s'assit en s'épongeant le front, comme n'importe lequel d'entre nous qui vient de recevoir un rude coup, un de ces coups qui vous brouillent un peu la cervelle. « Que se passe-t-il » lui demandai-je avec toute ma tendresse et toute ma pitié en éveil. « Tu vas le savoir, fit-il, tu vas le savoir ce qui se passe, mon bon Sainclair. » Mais il eut peur de s'attendrir et essaya de me narrer les choses sur ce ton indifférent et net, un peu séco, avec lequel il m'expliquait à sa manière le dossier d'une affaire à laquelle personne ne voyait goutte. Mais c'est une chose que de travailler sur la chair des autres, et c'en est une autre que de promener le scalpel dans ses propres fibres. Au fait, sa main tremblait. Ivana, commença-t-il, est revenue à Paris il y a 8 jours. Seulement, m'étonnai-je. Oui, sur les prières suppliantes que m'envoyait Thérèse, car je ne reçois de lettres, moi, que de madame Boulanger. J'ai consenti à ce qu'elle prolongeât là-bas son séjour, auquel, du reste, je ne pouvais m'opposer. Enfin, elle est revenue. Elle paraissait fort heureuse de me retrouver. Ce fut, pendant quelques jours, une véritable fête. Nous nous sommes conduits comme des écoliers. Si nous ne sommes pas allés à Robinson, c'est tout juste. Elle m'avait dit que le ménage Boulanger était maintenant un ménage modèle et que Roland s'était remis au travail comme si rien ne s'était passé. « Il s'est cependant passé quelque chose, ma chère Ivana, avais-je répondu, et à cause de cette chose-là, je te demanderai, même s'il doit t'en coûter, de cesser toute collaboration avec Roland Boulanger. Tu as un prétexte magnifique. Tu m'accompagnes en Asie mineure dans quelques semaines, je presserai notre départ si c'est nécessaire, et les préparatifs de ce voyage ne te laissent pas une liberté d'esprit suffisante pour t'aider dans des travaux que, de toute façon, tu serais obligé d'abandonner. »« C'est tout ce qu'il y a de plus naturel, mon petit Zo, me répliqua-t-elle. Inutile de lui faire de la peine d'avance. Je lui ferai comprendre cela de vive voix à leur retour, et ainsi tu auras toute satisfaction. » Je t'avoue, Sainclair, que je ne m'attendais point à cette docilité et que je l'embrassai d'enthousiasme. « Pardon, interrompis-je, as-tu fait part à Ivana de ta façon de concevoir le drame de Sainte-Adresse ?»« Non, me répondit Rouletabille, personne, pas même toi à cette heure, ne connaît ma façon de concevoir le drame de Sainte-Adresse. Il n'y a qu'une personne qui ait le droit de dire la vérité dans cette affaire, et elle eût préféré mourir que de la faire connaître. Je me suis tu pour Thérèse, et, ma foi, je ne le regrette pas aujourd'hui. À cause de ce qui s'est passé hier.
Hier, Sinclair, je me croyais le plus heureux des hommes quand je suis entré au bureau de poste de la rue d'Amsterdam pour y faire recommander une lettre. J'attendais mon tour près du guichet quand, ayant machinalement porté les yeux devant moi, je découvris, à quelques pas de moi, attendant à un autre guichet, celui de la poste restante, Ivana. Je fus tellement surpris de la trouver là que je n'eus même pas un mouvement inconsidéré pour me rapprocher d'elle. Je la regardais stupide. 3 personnes nous séparaient. Elle n'avait qu'à tourner la tête pour m'apercevoir, mais elle était trop préoccupée. Je la vis se pencher au guichet et parler bas à l'employé. L'employé lui donnait une lettre qu'elle saisit comme une voleuse et avec laquelle elle s'échappa. Je ne la suivis même point. L'aurais-je pu? Je ne tenais pas sur mes jambes. Cette lettre, cette enveloppe, son format, l'écriture, une écriture un peu hiéroglyphique, à laquelle on ne saurait se tromper, j'aurais tout cela longtemps devant les yeux. Ce fut un éclair, un éblouissement, un coup de foudre. Cependant, je voulais être sûr, je veux toujours être sûr, et je ne doute plus depuis que j'ai vu ton enveloppe. Du reste, je n'ai point douté un instant. Je savais que c'était de lui. Ivana a une correspondance clandestine avec Roland Boulanger. Il se leva, prêt à partir, et, me tendant la main, « Ne fais pas de bêtises, lui dis-je, tu es sûr de cette correspondance, et c'est tout. Sois aussi lucide pour toi-même que tu l'es pour les autres. Après l'explication très nette que tu as eue avec Ivana, celle-ci aura voulu préparer le professeur à la résolution qu'elle a prise, d'accord avec toi, lui faire comprendre qu'il ne faut plus compter sur elle, qu'elle se cherche une remplaçante, que sais-je. Elle se cache, elle a tort, mais d'autre part, elle voit bien que tu ne veux plus entendre parler de cet homme. Tout ceci est bien possible, me répondit Rouletabille, et il s'en alla. Resté seul, je n'eus qu'un mot, pauvre Rouletabille. On m'avait tant de fois dit, pauvre Sinclair, mais je ne suis pas égoïste. J'aimais Rouletabille comme un frère, un très jeune frère que j'aurais élevé, et mon chagrin fut profond. Je ne manquai point les jours suivants de lui téléphoner. Je lui demandai même des rendez-vous. Mais je ne le vis pas. Je reconnus une fois à l'appareil la voix d'Ivana. Ce qu'elle me dit était plein d'amitié, mais assez indifférent, et je jugeai qu'apparemment, il n'y avait rien de nouveau dans le ménage, Rouletabille ne lui avait rien dit de l'incident du bureau de poste. C'était grave. À quelques jours de là, j'appris le retour des Boulangers. Je me disposais à aller faire une visite à Thérèse quand Rouletabille fit son apparition dans mon bureau. Il m'apparut trop calme, trop renfermé dans une vaine armature d'indifférence, trop cuirassé d'avance contre les émotions du dehors et contre celles du dedans. Je vis bien tout de suite qu'il m'apportait quelque chose de douloureux, mais l'orgueil de l'homme est tel que même celui-ci, pour qui moi, en une telle occurrence, je n'avais eu rien de caché, voulait me cacher sa douleur. Il jouait à l'homme fort. Allons donc, est-ce qu'il y a des hommes forts dans ces moments-là? Manant ou empereur, c'est bien le même déchirement, le même dégoût de tout. Après, on agit suivant son tempérament, on tue, on assassine, on se suicide, ou l'on pousse en tremblant la porte du juge qui va tenter la réconciliation, mais tout d'abord, on a fléchi sous le coup comme un enfant. Il s'assit en face de moi, croisa les mains au-dessus de mon bureau, il ne pensait plus à bourrer sa pipe, et me dit « Je n'ai jamais soupçonné qu'une femme pût mentir comme Ivana. » J'avais envie de lui répondre « Eh bien, et la mienne ?» Mais je m'abstins d'un rapprochement qui lui eût fait perdre du coup ce bel air doctrinal avec lequel il essayait de me donner le change sur le bouillonnement de son sentiment intime. Depuis le retour des Boulangers, continua-t-il, elle m'avait déclaré qu'en dehors de la visite que nous leur fîmes tous les deux, elle n'avait vu Roland qu'une fois pour lui faire part de mon prochain départ et de la nécessité où elle était de le laisser continuer sans elle ses travaux. Or, mon cher, Ivana et Roland se voient tous les jours de 3 à 5 heures pendant que je la croise à l'hôpital Trousseau. Et quand elle rentre, elle me donne des détails sur ce qu'elle a fait à l'hôpital, sur les personnages qu'elle y a rencontrés, etc., etc. C'est inimaginable et c'est bien triste pour ces dames. Un homme ne mentirait pas ainsi. Savoir, fis-je. Non, non, ne nous calomnie pas. Nous ne pourrions mentir ainsi. Nous ne saurions pas.
nous n'en aurions pas l'effronterie. Et puis, il faut avoir cette belle foi insolente dans la crédulité, la stupidité, l'aveugle bêtise de l'autre. Quand elle mente, elle, l'autre, c'est un homme. Quand nous mentons, nous, l'autre, c'est une femme. Nous sommes battus d'avance, nous n'essayons même pas. Où se voit-il demandai-je. Depuis l'histoire de la lettre, je suis Ivana, je l'espionne. Tu penses bien que je ne me suis pas adressé à une agence. Rouletabille ne saurait être mieux servi que par lui-même. En sortant de chez nous, elle va donc à l'hôpital Trousseau, et puis elle ressort presque aussitôt et se rend, non loin de là, à la clinique du docteur Chasles, où Roland Boulanger se trouve déjà quand elle arrive. Elle en ressort 2 heures plus tard, retourne à l'hôpital Trousseau, où elle a dû laisser des instructions dans le cas où je lui téléphonerai, et rentre à la maison. Elle a le front serein, l'œil clair, la bouche vermeille. Elle se porte bien. Elle ne te demande pas si tu as des nouvelles de Boulanger? Non, pas encore, mais cela viendra. En somme, malgré ta défense, elle continue à travailler avec lui? Oui, Chasles, qui est un ami de Boulanger, leur prête son cabinet, et il papera cela 2 heures. Je comprends, fis-je, que le mensonge d'Ivana t'énerve, mais réfléchis qu'en somme, la science seule est à ce rendez-vous. Je le penserais de tout autre que de Roland, mais en cet homme, je n'ai aucune confiance. Il a trop bien commencé un certain jeu avec Ivana pour qu'il ne le continue pas, et, d'un autre côté, en te concédant qu'Ivana a joué la comédie, j'ajouterai qu'il n'y a aucune raison pour qu'elle ait abandonné son rôle. Ne faut-il pas mener à bien, coûte que coûte et avant son départ, le fameux rapport sur la tuberculose? Tu vois, ajouta-t-il, que je mets les choses dans l'état où elles se présentent au mieux de mes intérêts. Mais tu m'as dit toi-même qu'une pareille comédie n'allait pas sans quelques inconvénients. Certes, la preuve est qu'après l'avoir jouée avec votre assentiment, elle la joue maintenant en dehors de vous. Madame Boulanger ne doit pas être au courant? Je ne le crois pas. Elle s'imagine avoir reconquis un nouveau Roland, et on l'étonnerait bien, je le jurerais, si on lui disait que son mari a recommencé à flirter. Oh, avec Ivana? Au fond, vous êtes les premiers coupables. Ne te monte pas la tête. Tu es sûr que ta femme ne te trompe pas, au sens le plus cruel du mot. C'est quelque chose, cela. Vous allez partir bientôt. N'édifie pas une tragédie avec la tuberculose des gallinacés. Tu me dis que ma femme ne me trompe pas, je n'en sais rien, exprima posément Rouletabille en se levant. Quand une femme vous ment, elle vous trompe. Je t'ai dit où commençait le mensonge, je te dirai peut-être la prochaine fois que je te verrai où il finit. Là-dessus, il me quitta après une poignée de main solide où son émotion se manifestait plus que sur son visage. 3 jours s'écoulèrent. Le 3e jour, j'appris par un coup de téléphone de mon ami que son départ pour l'Asie mineure était avancé et qu'il quitterait la France avec Ivana dès la semaine suivante. Je le félicitai d'une décision aussi raisonnable et je crus dès lors que le ménage était sauvé. 2 jours plus tard, je me trouvais dans une loge à l'Opéra-Comique avec des amis quand ceux-ci me signalèrent l'entrée dans une avant-scène de M. Parapapoulos, le célèbre Thessalien. Vous savez, me dit-on, que c'est lui qui a succédé au prince d'Albanie dans les bonnes grâces de Théodora Luigi? Elle n'aura pas pleuré longtemps Henri II, fis-je. Ce n'est pas son genre, me répliqua-t-on. Les princes et excellences se la disputent. Après la mort du grand-duc Michel Androvitch, dont elle avait été l'amie pendant 10 ans, elle accepta les hommages du prince Prosor qu'on lui avait présentés à l'enterrement. Mais tenez, la voilà. En effet, Théodora Luigi venait de s'asseoir dans une loge, en face de nous, loge adjacente à l'avant-scène de M. Parapapoulos. Théodora ne m'était jamais apparue avec une beauté aussi fatale. Ses yeux sombres, son teint de marbre, son front dur ne s'éclairaient même point du plus faible rayon quand M. Parapapoulos, se penchant, lui adressait les plus gracieuses paroles. Ces phrases, nous ne les entendions point, mais nous en devinions la galanterie aux manières du Thessalien. Théodore ne paraissait même point les entendre, et quand il parlait, elle ne le regardait pas. Cette femme me gâta ma soirée. J'essayai de ne plus la voir, mais mes yeux la retrouvaient malgré moi, et elle me faisait frissonner, et je n'enviais point M. Parapapoulos.
Pendant les entr'actes, pour échapper à cette hantise, je sortis dans les couloirs. Je croisai à plusieurs reprises un monsieur en habit, d'une ligne assez vulgaire, mais dont la figure ne m'était pas inconnue. Un moment, nos yeux se rencontrèrent. Alors, je me rappelai. C'était l'agent de la sûreté Tamar qui nous avait introduits, Rouletabille et moi, dans la villa Fleury le jour du drame. J'en conclus que lui aussi avait pris la succession du prince Henri et qu'il veillait maintenant sur le bonheur de M. Parapapoulos. Nous étions alors un samedi, le départ de Rouletabille était fixé au mercredi suivant. Je devais dîner chez eux le mardi. Or, le mardi matin, je reçus un mot de mon ami me priant de me trouver chez lui à 6 heures. Je m'y trouvai plus en avance que je ne le pensais. Je vis à la pendule du salon qu'il était 5h30. Ma hâte était bien compréhensible. Je m'assis et je me mis à feuilleter un illustré quand on sonna à la porte de l'appartement. J'entendis un murmure de voix et le domestique, ouvrant la porte du salon, fit entrer madame Boulanger. J'étais heureux de la revoir. Par 2 fois, j'étais allé chez elle sans avoir eu la chance de la rencontrer. Je lui exprimai mes regrets et elle me répondit qu'elle avait été aussi peinée que moi. Je la trouvai bien changée, mais singulièrement belle dans sa pâleur. Elle ne devait pas être encore tout à fait remise physiquement de la terrible secousse, mais elle était mise avec une coquetterie qui ne me déplut point, car elle attestait que cette femme avait retrouvé le bonheur ou croyait l'avoir retrouvé, ce qui est souvent la même chose. Elle me parla de son mari avec une tendresse admirable et ne fit allusion au drame de Sainte-Adresse que pour me donner à comprendre qu'elle était prête à subir encore de pareils affres qui avaient eu un aboutissement aussi heureux. Par un égoïsme naturel au bonheur, elle ne s'intéressa que médiocrement à nos personnes et ne parla d'Ivana que pour regretter qu'elle ne continuât point avec son mari des travaux dont elle avait tiré, elle aussi, le plus grand profit. « Rouletabille est un peu jaloux, me dit-elle, avec un bon et triste sourire. Je ne lui en veux pas. Mais j'ai trouvé Ivana bien obéissante. Je voudrais la voir pour lui en faire tous mes compliments. » Ainsi, cette femme, qui nous avait prouvé qu'elle était la meilleure de toutes et que nous savions parer de toutes les vertus et de toutes les délicatesses, ne trouvait point un mot pour nous remercier de tout ce que nous avions fait pour elle, et ne semblait retenir à l'égard d'Ivana qu'un peu d'amertume, parce que celle-ci avait laissé son mari continuer son effort tout seul. Évidemment, elle n'arrivait pas à comprendre comment on pouvait, quand on avait l'honneur de travailler à côté d'un homme comme Roland Boulanger, se résoudre à le quitter. Ah, elle l'aimait bien. Rouletabille ne rentrait toujours pas. Il était maintenant 5h30. Elle se leva et prit congé de moi en me disant de l'excuser auprès de mon ami, mais qu'il lui fallait être chez elle quand Roland allait rentrer. Moi-même, je commençais à m'impatienter et j'arpentais un peu nerveusement le salon quand Rouletabille arriva. Il me parut bien ému. Madame Boulanger, qui l'avait rencontré dans l'escalier, était remontée avec lui. « Mais enfin, qu'avez-vous? Vous n'êtes pas fâché ?» lui dit-elle. « Écoutez, nous pouvons nous expliquer devant Sainclair. Je vois bien qu'il est inutile de continuer à vous mentir. Tout à l'heure, j'essayais encore de donner le change à votre ami, mais je désarme et faites de moi ce que vous voudrez. Battez-moi si vous le voulez. Mais surtout, n'en voulez pas à Ivana, la pauvre enfant. Vous venez de me lancer dans l'escalier un de ces bonjours madame qui me condamnent d'avance. Eh bien, j'accepte la condamnation. Oui, c'est moi qui ai organisé les rendez-vous de travail chez le docteur Schall, puisqu'il faut maintenant se cacher de vous pour travailler. On vous a vu rôder hier autour de la clinique, je suis venu pour savoir dans quel état d'esprit vous vous trouviez. Vous êtes furieux, vous savez tout. Je m'en doutais, maintenant j'en suis sûr. C'est affreux, n'est-ce pas? C'est épouvantable. Avant de partir pour un voyage de quelques mois, Ivana a consenti à mettre au net les résultats de ses travaux avec mon mari, au fin qu'un pareil labeur ne soit pas perdu. C'est impardonnable. Mais vous ignorez donc, mon pauvre enfant, ce que c'est que les scientifiques. Vous ne vivez que d'imagination et de reportages au jour le jour. Vous ne pouvez concevoir ce qu'est un cerveau de scientifique, ni l'esprit qui l'habite. L'esprit de suite dans la poursuite de l'idée. Le scientifique ne s'arrête que lorsqu'il a touché l'idée, c'est-à-dire quand il l'a complètement matérialisée, ou il meurt.
Je parle de l'homme de génie naturellement. Dans l'ombre de sa course, il entraîne des disciples qui sont aussi acharnés que lui s'ils sont dignes de lui. Et voici Ivana, assise dans le bureau du docteur Chasles, à côté de Roland Boulanger. Quel crime! Dites-moi tout de suite que vous lui pardonnez, ou je ne vous pardonne pas, moi, le mensonge que vous nous avez imposé. Tyran! Et dépêchez-vous, car je suis en retard, termina-t-elle en nous montrant la pendule. La véhémente apostrophe de madame Boulanger, en prenant toute mon attention, m'avait fait négliger Rouletabille. Je le regardais sur ce dernier mot. Il avait le visage empreint de la plus dure impassibilité, et il ne répondait pas à madame Boulanger. « Je vois, dit la pauvre femme, que j'ai eu tort de remonter, et elle se dirigea vers la porte. Rouletabille, qui en toutes circonstances se montrait si parfaitement poli, ne la reconduisit point, mais je la suivis. Dans la galerie, elle eut une légère défaillance et me glissa presque dans les bras. « Je reviens tout de suite, criai-je à Rouletabille. J'accompagne madame Boulanger. » Elle me remercia d'un bon regard, car elle se sentait en effet très faible. Dehors, j'arrêtai un autotaxi, je la fis monter et je lui dis « Où voulez-vous que je vous dépose ?»« Conduisez-moi chez le docteur Chasles, me fit-elle avec un pâle sourire. Hélas, je vois bien que Roland et moi, nous avons perdu un ami. J'ai une bien grosse peine pour Ivana. Leur voyage leur fera oublier, et je vous ramènerai Rouletabille, lui dis-je. Elle me remercia en me pressant doucement la main. Devant la clinique du docteur Chasles, je la laissai. Elle paraissait un peu remise. « Je vais dire à Roland combien vous avez été bon et avertir notre pauvre Ivana de la scène qui l'attend. » Je la rassurai un peu. Les femmes savent toujours se faire pardonner. Rouletabille est beaucoup moins méchant qu'il en a l'air. 10 minutes plus tard, j'étais revenu chez Rouletabille. 6 heures sonnaient. Je le retrouvai dans le salon, à la même place. Sans me dire un mot, il me fit passer dans son cabinet de travail, s'assit à son bureau, l'ouvrit, en releva le cylindre, et, dans un tiroir secret, prit 3 lettres qu'il me pria de lire. C'étaient des lettres de Roland à Ivana, où il était parlé de toute autre chose que de la tuberculose des poules. Le plus ardent amour s'y formulait avec une naïve audace. Je ne les transcris pas ici, parce que ce serait tout à fait inutile, et puis parce que je ne m'en rappelle pas le texte exact. Tout de même, elle laissait cette impression, plus que l'impression, la certitude qu'Ivana se défendait le plus aimablement du monde, en tout cas qu'elle n'avait pas dépassé les limites du jeu. C'est ce que je fis comprendre à Rouletabille, et c'est seulement alors que je m'aperçus du bouleversement dans lequel il était. Jusqu'alors, il s'était maîtrisé, mais ici, il éclata. « C'est une misérable !» Puis, honteux d'avoir trahi dans un cri tout son désespoir, il se mit les mains devant la figure et resta quelques instants sans prononcer une parole. Derrière ses mains, il domptait ses larmes, il étouffait le sanglot qui lui gonflait la gorge. Quand il me montra à nouveau son visage, je vis une face hâve, creusée, vieillie mais grimaçante de froide ironie. Je vis un nouveau Rouletabille, celui qui ne croyait plus à rien. Je ne reconnus plus mon ami. Tant de jeunesse, une si belle foi, tant de lumière sur un noble front, tant de confiance naïve dans un génie au service de la vérité, ses yeux clairs et pleins de rayons, tout avait disparu sous un masque de cendre. « Je n'ai plus rien à apprendre, me dit-il, j'ai fait le tour de l'infamie. Maintenant, je connais les hommes. Une femme a été mon porte-flambeau dans ces ténèbres que je croyais connaître et où j'entrais d'un pas léger. Maintenant, les ténèbres me font peur et la lumière m'épouvante. Tout à l'heure, tu vas voir entrer cette femme. Elle me tendra son front pur et elle serrera ton honnête main. Imagine que je ne t'ai rien dit, c'est la douce flamme de mon foyer, c'est l'amour conjugal dans ce qu'il a de plus noble et de plus charmant. Elle est belle et tranquille. Elle a un baiser pour l'époux, un sourire pour l'ami. Elle nous parle de ses travaux et nous l'écoutons. Eh bien, cet ange, mon cher, sort des bras de Roland. Je t'ai écrit de venir pour que tu assistes à ce qui va se passer ici. Depuis que je connais mon infortune, j'aurais pu la tuer, mais j'ai parcouru trop d'étapes pour arriver à toute la vérité. Mon malheur, je l'ai trop prévu pour qu'il déchaîne la foudre.
Et puis, la tuer, c'est lui prouver que je l'aime encore, et c'est elle qui triomphe. Non, elle vivra. J'ai pensé à toi, c'est toi le plus fort. Tu as méprisé. Je lui dirai mon dégoût, sans paraître étonné, et puis je continuerai ma route en lui tournant le dos. Il sortit sa pipe de sa poche, mais il ne parvenait pas à la bourrer. Il finit par la jeter avec violence sur le bureau, et il se leva en poussant un effrayant soupir. « Ah, Saint-Clair !» Nous tombâmes dans les bras l'un de l'autre. Mais notre effusion fut courte. Une domestique vint nous dire que des messieurs désiraient parler à M. Rouletabille. Ces messieurs suivaient cette femme de chambre sur ses talons. « Tiens, mi-froid !» fit mon ami en reconnaissant le sympathique commissaire, bien connu de tout Paris. « Qu'est-ce qui vous amène, mon ami ?» Malgré le tragique des circonstances, je ne pus m'empêcher d'admirer l'art avec lequel Rouletabille était parvenu, en une seconde, à cacher son émotion. Le commissaire ferma la porte derrière lui, sur le nez des autres messieurs, et s'avança dans le bureau. « Mon pauvre ami, lui dit-il, sans voir la main que Rouletabille lui tendait, j'ai une terrible nouvelle à vous annoncer. Avec un autre, je pourrais voiler la vérité. Soyez fort, votre femme a été assassinée. » Rouletabille poussa un cri et s'accrocha à mon bras. « Assassinée ?» fit-il d'une voix rauque. « Où ça ?»« À Passy, impasse la Roche. J'ai une auto, si vous voulez m'accompagner. » Rouletabille était comme hébété. Il me regardait avec des yeux d'où l'intelligence avait fui. Vous pensez que je ne le quittais pas. Un quart d'heure plus tard, nous nous trouvions tout au fond de Passy, devant une villa entourée de hauts murs. En route, j'avais interrogé le commissaire, mais il paraissait n'être encore au courant de rien. Il ne put même me dire à quelle heure le crime avait eu lieu. Du reste, j'étais moi-même tout à fait étourdi de la brusquerie et de la cruauté des événements. Je me rappelle vaguement avoir traversé un jardin planté d'arbres touffus, avoir monté un escalier, avoir traversé une salle où, sur une table guéridon, se trouvaient les restes d'un goûter. Enfin, dans une chambre à coucher, indiquant le plus grand désordre, toute une troupe d'hommes noirs s'écarta devant nous, et nous aperçûmes sur le tapis deux corps étendus, celui de Roland Boulanger et celui d'Ivana. Le vêtement de l'homme ne témoignait d'aucun combat. Roland avait reçu 2 balles, l'une en plein cœur, cette balle avait fracassé en passant la montre dans la poche du gilet, et l'autre dans le poumon gauche, par derrière. Ivana également avait reçu 2 balles, l'une qui l'avait atteinte à la hanche gauche. Cette balle avait dû être tirée pendant une courte lutte, attestée par l'épaulette droite de la robe arrachée, la manche froissée, le poignet droit et l'épiderme de la main droite légèrement déchirés. Une seconde balle près de la tempe semblait avoir été tirée pour l'achever, pour lui régler définitivement son compte. Et cependant, Ivana respirait encore. Disons tout de suite que l'on retrouva une 5e balle dans le plafond, nouveau témoignage de lutte avec celui ou celle qui apportait la mort dans cette demeure. J'ai dit qu'Ivana n'était pas encore morte. Elle rouvrit les yeux pour fixer Rouletabille d'un suprême regard immobile. Je vis distinctement ses lèvres s'entr'ouvrir comme pour un baiser. Alors il y eut un affreux gémissement et le choc d'un corps sur le plancher. C'était Rouletabille qui tombait à genoux et qui, écartant le médecin, prenait un baiser suprême sur les lèvres de sa femme expirante. Ainsi recueillit-il son dernier souffle. Nous eûmes beaucoup de peine à l'arracher à cette dépouille chérie. « Elle était innocente !» soupira-t-il, presque expirant lui-même. « C'était ma petite Ivana. » On le porta plutôt qu'on ne le conduisit dans la salle à côté, et là, l'un des hommes noirs lui posa tout à coup cette question. « Vous connaissiez cette villa ?» Rouletabille releva la tête et regarda le magistrat jusqu'au fond des yeux. « Je l'ai vue aujourd'hui pour la première fois, dit-il. »« Et à quelle heure en êtes-vous sorti la première fois ?» Le malheureux hésita, nous regarda, finit par prononcer dans un souffle « Je ne vous comprends pas. »« Je vais vous le dire, moi, fit le magistrat. Vous en êtes sorti à 5 heures, et le crime a eu lieu à 5 heures moins 5 exactement. » Rouletabille se redressa dans une protestation immense de tout son être. « Vous croyez donc que c'est moi qui l'ai assassiné ?»
Le soir même, il couchait à la santé. Chapitre 9. Hypothèse. On imagine facilement le retentissement dans Paris de cette nouvelle inouïe. Rouletabille vient d'être arrêté. Et quand on sut, quelques heures plus tard, de quel crime le célèbre reporter était accusé, on peut dire que toute la ville ne s'occupa plus que de ce scandale tragique. Survenant si peu de temps après le drame de Sainte-Adresse, lequel avait déjà excité singulièrement toutes les curiosités, l'affreux massacre de Passy acheva de bouleverser l'opinion publique. Les noms de Rouletabille et de Roland Boulanger étaient sur toutes les lèvres. J'ai encore devant moi les journaux qui parurent le lendemain matin. Ils étaient pleins du funeste événement. D'une façon générale, bien que l'on regrettât la disparition d'une personnalité scientifique de la valeur de l'illustre professeur, on était d'accord pour faire entendre que Roland, avec son mépris de la morale courante, était assez naturellement arrivé au bout de sa chance, et l'on réservait toute pitié pour la seule victime intéressante des coups de revolver de Rouletabille, cette pauvre Thérèse Boulanger, qui certainement en mourait elle aussi. Quant au reporter, on ne trouvait nullement son geste condamnable dans l'état de nos mœurs. Un mari surprend sa femme avec un ami dans des conditions telles qu'il ne saurait mettre en doute la nature du rendez-vous, il supprime les deux coupables, l'affaire n'était pas neuve. Évidemment, l'affaire n'était pas neuve si elle s'était passée comme ça. Mais moi, j'étais persuadé qu'elle ne s'était pas passée comme ça. Moi qui, quelques instants avant l'arrestation, me trouvais encore avec Rouletabille, moi qui me rappelais, certes, ses propos désenchantés, mais son calme dans le désespoir, moi qui l'entendais encore dire « Mon malheur, je l'ai trop prévu pour qu'il déchaîne la foudre. Et puis, la tuer, c'est lui prouver que je l'aime encore, et c'est elle qui triomphe. Non, elle vivra. Je lui dirai mon dégoût sans paraître étonné, et puis je continuerai ma route en lui tournant le dos. Moi qui me souvenais de ces choses, je savais bien que Rouletabille était innocent de tout ce sang versé. On me dira qu'il s'était bien gardé cependant de me faire part de son passage dans la petite maison de Passy, où il était allé de toute évidence constater son malheur. Mais je pouvais penser que, s'il ne m'en avait point parlé, c'est qu'il n'en avait pas eu le temps. Est-ce que le commissaire de police mi-froid n'était pas arrivé juste dans le moment qu'une étreinte fraternelle nous réunissait après ses premières et atroces confidences? D'autres certainement allaient suivre. Pourquoi m'eût-il caché quelque chose? Enfin, s'il avait commis le crime, je le connaissais assez pour savoir qu'il eût été le premier à se dénoncer. Or, il n'y est. Aussitôt après le coup de foudre de l'arrestation de Rouletabille, je m'étais fait conduire chez madame Boulanger. On se rappelle que j'étais avec elle chez Rouletabille à 5h30, détail d'importance, car, en dépit de ce que venait de dire le substitut, lequel prétendait que le crime avait eu lieu à 5h moins 5 exactement, il fut prouvé bientôt qu'il avait été accompli à 5h30. On se rappelle également qu'en descendant de chez Rouletabille, j'avais conduit madame Boulanger chez le docteur Chasles. Je ne la trouvais point chez elle. Je pensais qu'elle pouvait être encore chez le docteur Chasles. Les événements avaient été si précipités qu'elle ne devait encore rien savoir. Je n'entrerai point dans le détail de l'heure abominable que nous passâmes. Lorsqu'elle sut enfin la vérité, elle passa 3 jours entre la vie et la mort. Chasles ne quitta pas son chevet et parvint à la sauver. Elle le lui reprocha du reste. Mais du moment qu'elle n'était point morte, elle voulait vivre pour le venger. Elle aussi était persuadée que Rouletabille était innocent. Et je savais bien où allaient ses pensées. Elles allaient où étaient déjà les miennes. L'ardeur qu'elle avait de démêler la vérité lui fit reprendre des forces avec une rapidité extraordinaire. Il faut bien dire, du reste, que cette sorte de renaissance, de résurrection, était assez factice, car Thérèse ne vivait plus que par les nerfs, jetée hors de son lit par son idée fixe que je partageais, et à laquelle il est temps maintenant de donner un nom, Théodora Luigi. Chapitre 10. Nouvelles précisions et nouveaux doutes.
On n'a pas oublié que le samedi qui précéda le drame de Passy, lequel eut lieu en mardi, je m'étais trouvé à l'Opéra-Comique en face de Théodore Aloïji, qui avait déjà donné un successeur à Henri II et qui flirtait ostensiblement avec le célèbre Hélène Parapapoulos. Je pris mes renseignements et j'appris que la redoutable courtisane avait quitté la France avec son nouveau maître le jour même du drame par l'Orient Express de 1 heure de l'après-midi. Ce renseignement, que je m'étais procuré par l'intermédiaire de mes amis de la sûreté, me cassa bras et jambes. J'allai à la gare de l'Est, où il me fut confirmé. On comprend mon état d'âme. Il était lamentable. Pour expliquer le crime, je ne me trouvais plus qu'en face de Rouletabille, et la parole du substitut me sonnait de furieuses cloches aux oreilles. Vous êtes sorti d'ici à 5 heures, et le crime a eu lieu à 5h moins 5 exactement. Je répète qu'à ce moment, rien encore n'était venu relever cette erreur qui accusait si terriblement Rouletabille, et je passais par des affres, par des doutes, des hypothèses qui me déchiraient. Cette heure avait été établie par les magistrats sur le témoignage de la montre de Roland Boulanger, fracassée par une balle et arrêtée à 5h moins 5. Quant à Rouletabille, il avait été aperçu sortant de la petite maison par une porte qui donnait sur un terrain vague, derrière l'impasse Laroche, et reconnu par un agent. Tous les agents connaissaient Rouletabille, qui s'entretenait avec une marchande de journaux. Tous deux, l'agent et la marchande, avaient été frappés de la pâleur et de l'air égaré du célèbre reporter qui était passé près d'eux sans les apercevoir. Il parlait tout seul. Comment avait-on découvert le crime ? Par le fait de l'enfant de menuisier qui jouait à la bloquette tout seul avec ses billes contre le mur de derrière de la villa elle-même, dans une venelle à laquelle on n'a même pas donné de nom. Au-dessus de lui, à la hauteur du premier étage, derrière des fenêtres aux volets clos, il avait entendu des coups de revolver et des cris, et il s'était enfui aussitôt. Son père était rentré chez lui plus d'1 heure plus tard et n'avait prêté qu'une oreille distraite à l'histoire de l'enfant. Cependant, comme un sergent de ville passait devant son atelier, le menuisier avait dit à l'enfant de refaire son récit devant le représentant de la force publique. Or, le hasard voulut que cet agent fût le même que celui qui avait vu sortir Rouletabille. Il courut à l'endroit désigné par l'enfant et crut entendre des gémissements. C'était sans doute Ivana qui agonisait. Quelques instants plus tard, il pénétrait avec le commissaire de police du quartier dans la fatale petite maison de Passy. On sait la suite. Mais les dires de l'enfant étaient tout à fait vagues pour ce qui concernait l'heure. Il était impossible, à une demi-heure près, de préciser l'instant où il avait entendu les coups de revolver. L'arrêt de la montre à 5h moins 5 mit momentanément tout le monde d'accord avec la sortie de Rouletabille à 5 heures. Et, en vérité, je comprends les magistrats. Moi-même, dans l'impossibilité où j'étais de retourner du côté de Théodore Aloïji, j'avais besoin de revoir Rouletabille. Or, le reporter ne voulait voir personne pour le moment, pas même son avocat. On le laissait tranquille depuis sa confrontation avec ses victimes et l'on procédait à l'autopsie de celles-ci. De cette autopsie, on ne tira rien, sinon la confirmation à peu près inutile de ce fait que l'on ne se trouvait point en face d'un suicide consenti par les deux victimes. On sait du reste que l'on n'avait trouvé sur les lieux aucune arme. Enfin, la plus sommaire enquête avait démontré que le massacre n'avait été possible que par l'intervention d'un tiers. Ceci étant resté la vérité de l'affaire, nous n'aurons pas une seconde à évoquer l'hypothèse qui fut un instant émise dans un journal, L'Époque. Roland Boulanger et Ivana avaient pu se massacrer l'un l'autre. Je disais donc que dans les ténèbres où je m'agitais, j'avais besoin de revoir Rouletabille. Chapitre 11. La petite maison de Passy. Je savais, par le juge d'instruction M. Hébert, et par les indiscrétions venues de la prison, que le malheureux était anéanti. Il ne mangeait pas, ne parlait pas, restant étendu, sans un mouvement, sur sa couchette. Tout le monde l'incitait à avouer, lui disant qu'il serait sûrement acquitté. Il ne répondait pas. Je n'avais reçu qu'un mot de lui. « Occupe-toi de sa tombe. 2 places, une pour elle, une pour moi. »
Et maintenant, j'ai hâte de me retrouver avec lui dans la seconde visite qu'on lui fit faire au lieu du crime. Averti, je m'y suis rendu avec les magistrats. Rouletabille n'était pas encore arrivé. J'eus une courte conversation avec le juge d'instruction et lui fis part naturellement de tout ce qui pouvait servir mon ami et client, notamment son attitude avec moi, si peu d'instants après le crime, alors que, de toute apparence, il l'ignorait encore. Mais M. Hébert paraissait avoir son siège fait. À tout ce que je pus lui dire, il ne répondit qu'en haussant les épaules et qu'en caressant, d'un geste un peu agacé, ses favoris poivre et sel qu'il portait à l'ancienne mode. Autour de la villa, jusque dans l'impasse, malgré le service d'ordre, il y avait une foule incroyable. Les journalistes étaient, comme toujours, encombrants. Mais pas un n'avait été admis dans la villa. Pressé par les événements, au moment de la découverte du crime, je n'ai donné aucune indication, même sommaire, des lieux. Du reste, je n'avais rien vu que Rouletabille et les 2 corps. Aujourd'hui, regardons. Cette villa, perdue tout au fond de Passy, était charmante. Ce n'était point d'hier que Roland Boulanger l'avait louée pour venir s'y distraire du travail formidable qu'il fournissait par ailleurs. Ce sont là des détails qui nous furent révélés par l'enquête. Mais il y a 100 à parier contre un qu'il fit entendre à Ivana, comme précédemment à Théodora Luigi, qu'il avait acquis, meublé, arrangé ce petit coin pour son amour du moment, le seul qui comptât à ses yeux, comme toujours. Cette villa avait été certainement ce qu'on appelait dans le temps une petite maison. Elle datait du XVIIIe siècle, avec un rappel du style jésuite, dont les consoles renversées et les pilastres mêlaient un peu de majesté ridicule au rococo de l'ensemble. Bref, elle était d'un mauvais goût adorable sous la grisaille du temps. J'imaginais qu'elle avait dû être horrible à l'état neuf. Au fond de son nid de verdure, cette vieille chose était plaisante à trouver pour des amoureux. Mais les boiseries de l'intérieur, assez bien conservées, rafistollées du reste avec art, étaient à se mettre à genoux. Les pièces du rez-de-chaussée, fort humides, étaient condamnées. On accédait au premier et unique étage par un escalier de marbre dont la balustrade de fer forgé était remarquable. Tout l'étage était des plus galants. Dans les trumeaux, bergers et bergères se bousculaient avec une audace à peine effacée. Dans la salle à manger, une merveilleuse tapisserie de Beauvais, une bergerade d'après F. Boucher, tenait tout un panneau. Les meubles, les fauteuils Louis XV étaient recouverts de gobelins représentant les fables de La Fontaine d'après Oudry. Cette salle donnait directement sur la chambre à coucher, dont 2 fenêtres ouvraient sur le jardin et dont les 2 autres fenêtres, donnant sur la venelle dont nous avons eu l'occasion de parler, étaient toujours closes avec leurs volets fermés. Il y avait là un immense divan qui servait de lit, un tapis persan de plus haut prix et, sur le mur, debout derrière le divan, une garniture de lit en satin blanc brodée d'applications de velours cerise du XVIe siècle du plus curieux effet. Derrière la chambre, un cabinet de toilette salle de bain. Une porte donnait de ce cabinet sur un escalier de service qui descendait au jardin et au sous-sol où se trouvait la cuisine. Celle-ci ne devait pas servir souvent. Les services de vaisselle et de verrerie s'y trouvaient rangés dans des armoires pleines d'ordre et de poussière. J'ai noté les débris d'un goûter qui se trouvait sur le guéridon de la salle à manger. J'aurais pu parler du goûter tout entier, car on y avait à peine touché. Des gâteaux, une bouteille de vin d'Espagne que Roland Boulanger avait certainement apporté lui-même. Le jardin était assez profond devant la villa. Il était mal tenu, avec des arbres tout rabougris de vieillesse. J'ai dit que le fond de la villa était adossé à une venelle. Le devant des jardins donnait sur l'impasse La Roche. C'est là qu'était l'entrée, avec une grande grille que l'on n'ouvrait jamais et qui était close de volets de fer, et, à côté, une petite porte de chêne vermoulu à Judas. Au coin de l'impasse La Roche et de l'avenue Rameau, il y avait une boutique de coiffeur. Pour peu que ce coiffeur ne fût point assailli par la clientèle et qu'il aimât à musarder sur son seuil, il ne pouvait manquer de remarquer ceux qui entraient et sortaient par la petite porte de chêne. La boutique avait une enseigne, Marius Poupardin, coiffeur, entre 2 plats à barbe.
La propriété possédait encore une autre sortie, aux 3/4 dissimulée, sous un envahissement extraordinaire de lierre et de plantes grimpantes. C'était cette porte par laquelle on avait vu sortir Rouletabille, porte donnant à l'extérieur sur un terrain vague, envahi d'ordures ménagères, un vrai dépotoir. À l'intérieur, elle ouvrait sur un petit chemin dallé de briques moussues qui traversait les hautes herbes d'un jardin fruitier rendu à l'état de nature et aboutissant directement à une porte basse de la villa donnant sur l'escalier de service. Je crois bien avoir donné toute la topographie utile, sinon à la compréhension du mystère qui reste opaque, du moins à la connaissance des lieux où il se déroule. Et maintenant, assistons à l'arrivée de Rouletabille. De grands bruits extérieurs l'annoncèrent. On nous l'amenait dans un autotaxi entre deux agents de la sûreté. Des cris de « Vive Rouletabille !» partirent d'un peu partout dans la foule qui se pressait autour de la villa. C'était déplorable. La petite porte s'ouvrit et il apparut. Dieu, qu'il était pâle! Il ne semblait plus que le fantôme de lui-même. Cependant, il avait aux yeux une flamme ardente qui révélait le feu intérieur qui le dévorait et qui brûlait ceux qui le regardaient. Combien en ai-je vu détourner la tête sous cet éclair insupportable? Son regard, dans l'instant, semblait vous dire « Pourquoi êtes-vous ici? En quoi cela vous regarde-t-il, ce drame qui s'est passé entre ce monsieur, ma femme et moi? Pourquoi tout cet appareil de justice? Je le connais depuis longtemps. Je n'en suis pas accablé. » Chapitre 12. Étrange attitude de Rouletabille. De fait, sans plus se préoccuper des personnages, ses yeux se mirent à faire le tour des choses, mais sans perdre de cette flamme qui le consumait. Il m'avait vu. J'allais me précipiter quand un de ces coups d'œil que je connaissais bien me cloua sur place. Monsieur le juge d'instruction Hébert nous fit monter tout de suite au premier étage. Nous ne nous arrêtâmes point dans la salle à manger, et ce fut dans cette chambre encore toute chaude du meurtre que l'interrogatoire reprit. Les deux corps n'étaient plus là, mais ils avaient laissé partout leurs traces sanglantes, sur le tapis, et jusque sur la garniture de lit de satin blanc du XVIe siècle, où une main ensanglantée s'était accrochée, sans doute celle d'Ivana. Rouletabille, en se retrouvant dans cette horrible pièce, où, dans un baiser suprême, Ivana avait rendu son dernier soupir, Rouletabille eut un mouvement de défaillance. Je le reçus presque dans mes bras. « Avouez donc !» s'écria le juge d'instruction. Mon pauvre ami tourna vers lui des yeux hagards. Sur quoi M. Hébert, jugeant l'instant propice, sortit en douce tous les arguments qui pouvaient décider l'inculpé à changer d'attitude et à dire ce que tout le monde, excepté moi, estimait être la vérité, c'est-à-dire son crime, mais un crime passionnel accompli dans les conditions classiques et pour lequel le jury de la scène s'était toujours montré fort indulgent. C'est tout juste s'il ne promit point à Rouletabille l'acquittement. En tout cas, il faisait parfaitement entendre qu'en son âme et conscience, lui, bon juge et bon bourgeois, et bon mari, qui a le droit de compter sur la vertu de sa femme, il absolvait Rouletabille. Ce n'était pourtant pas un méchant homme, ce monsieur Hébert, et, comme on dit, il n'aurait pas fait de mal à une mouche, bien qu'il eût envoyé pas mal d'assassins à la guillotine, mais il trouvait tout naturel qu'un mari trompé tuât autour de lui comme un sauvage. C'est extraordinaire, comme par certains côtés, nous tenons encore à l'âge des cavernes. Ceux qui étaient là se souviendront longtemps de la façon dont Rouletabille accueillit ces singulières avances. D'abord, il fit une déclaration qui remplit tout le monde de stupeur, et je ne cacherai pas que j'en fus moi-même assez gêné, bien que je fusse préparé à cet éclat par certaines phrases que je lui avais entendu prononcer dans un moment que nous avions eu tant de peine à l'arracher à la dépouille d'Ivana. « Monsieur, jeta-t-il au juge d'une voix hostile et où grondait une colère mal domptée, vous parlez de mari trompé. La première chose que je veux que l'on entende de moi, c'est l'expression de la foi complète que j'ai dans la parfaite honnêteté de ma femme. Quant à ce que vous pouvez penser de mon rôle en tout ceci, je dois vous avouer qu'après la mort de ceux que j'avais de plus précieux au monde, cela m'importe aussi peu que possible. Si bien que si je condescends à répondre à vos questions, c'est moins pour moi que pour sauver une mémoire qui m'est chère.
Vous entendez, monsieur Herbert? Ivana Vilitchkov, qui m'a fait l'honneur de devenir madame Rouletabille, a toujours été la plus loyale et la plus probe des femmes. Elle n'a jamais manqué à ses devoirs. Monsieur Hébert eut un haut-le-corps très marqué devant cette agressive et inattendue proclamation. Au fait, les personnes qui étaient là n'auraient pas manqué d'en sourire s'il ne s'était agi de la vie d'un homme en suspens sur ces deux cadavres. Monsieur, répliqua M. Hébert sur un ton qui n'était pas dénué d'une certaine pitié philosophique, monsieur, je ne demande pas mieux que de vous croire, mais mon opinion à cet égard importe beaucoup moins que la vôtre, et vous me permettrez de vous répondre que vous n'avez point toujours été aussi parfaitement assuré de la vertu de madame Rouletabille. Et, mon Dieu, vous étiez de cela fort excusable, car vous avouerez bien avec moi que les circonstances et les apparences étaient tout à fait contre elle. Ce rendez-vous dans cette petite maison galante, où le professeur Roland Boulanger était accoutumé de venir se distraire de ses importants travaux, cette dînette interrompue, cette chambre où nous avons trouvé les deux corps de M. Boulanger et de votre femme, tout cela était bien fait pour inquiéter l'esprit du mari le moins soupçonneux et même pour déchaîner, nous en avons la preuve, hélas, sa colère. Il est tristement exact, répondit Rouletabille d'une voix sourde, qu'un moment j'ai pu croire que ma malheureuse Ivana était prête à céder aux insistances du professeur Boulanger, qui était, lui, fort amoureux d'elle. Je n'entrerai point maintenant dans des détails qui vous feront comprendre bien des choses, et qui feront voir à tous la conduite de ma femme sous un jour tout à fait nouveau, presque sublime, monsieur le juge. Il s'agissait pour elle et pour la science de sauver le professeur d'une influence néfaste, terrible. Qu'un tel programme, difficile et dangereux à réaliser, eût amené ma femme à accepter, sans que j'en fusse averti, un rendez-vous dans cette petite maison de Passy, cela me bouleversa à un point que je me mis à l'espionner, espionnage dont je demande publiquement pardon à la mémoire de celle qui a droit à tous les respects. Il y eut un court silence glacé, sur le sens duquel Rouletabille ne se méprit point, et il continua. Je l'espionnai donc, et je la fis espionner, et je sus qu'elle devait se rendre ce mardi-là dans cette maison. Dès le lundi, j'avais une clé qui me permettait d'ouvrir la porte qui donne sur le terrain vague, je connaissais l'heure du rendez-vous, j'arrivai ici un quart d'heure après ma femme. Roland Boulanger était déjà là. Monsieur, je vous jure que je n'avais pas d'armes. Monsieur, je ne suis point de ceux qui s'arrogent le droit de tuer parce qu'une femme sourit à un autre. Monsieur, cette sauvagerie n'est point dans mes idées, et je regrette qu'elle ait encore cours à une époque qui prétend à la civilisation. J'étais venu pour constater un horrible mensonge, mais on ne tue pas une femme parce qu'elle ment. Elle ment à ses vœux, elle ment à des promesses sacrées. Détournez-vous d'elle, ne vous transformez pas en bourreau, domptez l'instinct de propriété de la chair, qui n'est que le corollaire de l'antique esclavage, ou subissez les justes lois. Monsieur, si vous me prouvez que j'ai tué, je réclame la guillotine et je demande votre destitution pour avoir encouragé, par les propos que vous teniez tout à l'heure, l'assassinat. Ah, si nous nous attendions à celle-là, fou de Rouletabille. Médusés, nous étions médusés, c'est le cas de le dire. Quant à M. Hébert, il eût bien voulu se fâcher, mais il avait peur de paraître ridicule. Toute sa figure se pinça, et ce fut sur un ton plein d'amertume qu'il répondit à peu près ceci, qui traduisait assez le sentiment général. Monsieur, je ne retiens point des paroles qui attestent pour le moins votre profond désarroi. Innocent ou coupable, votre trouble s'explique. Je regrette simplement qu'il ne vous permette pas d'user pour vous-même de cette méthode si nette et si sûre et si dénuée de discours qui apportait la lumière dans les affaires des autres. Monsieur, il faut avoir pitié de moi. On m'a tué ma femme. Et Rouletabille pleura. Chapitre 13. Ce qu'avait vu Rouletabille dans la petite maison de Passy. Les larmes nous émurent plus que toutes les paroles qu'il avait prononcées, assez incohérentes du reste, ou que nous jugions telles. Alors M. Hébert redevint très doux.
Voyons, lui dit-il, quand vous avez pénétré ici par la petite porte dérobée, vous êtes allé tout de suite à l'escalier de service, et par là, vous êtes monté au premier étage. C'est le chemin, du reste, qu'avait suivi votre femme. Nous avons suivi la trace de ses pas jusque dans le cabinet de toilette. Madame Rouletabille n'avait pas voulu entrer par la porte de l'impasse Laroche, où elle pouvait être vue. « Avez-vous vu la trace de mes pas dans l'escalier de service ?» interrompit Rouletabille, soudain rendu à tout son intérêt par cet interrogatoire précis. « Non, » répondit M. Hébert, mais en vérité, Rouletabille trouve si facilement la trace des autres qu'il ne lui doit pas être bien difficile de dissimuler les siennes. « Je vais vous prouver, repartit mon ami, que je n'ai rien essayé de dissimuler du tout. Mes traces, elles crèvent les yeux. Mais vous allez les chercher là où elles vous sont utiles et vous ne les trouvez pas. Tenez, vous les trouverez là, fit-il en lui désignant l'allée qui passait près de la villa, sous les fenêtres même de la chambre et sous l'une des fenêtres de la salle à manger. Monsieur le juge, continua le reporter, si vous aviez été moins entrepris par votre idée de l'escalier de service, vous auriez pu voir que mes pas, quasi invisibles sur l'allée briquetée et moussue, qui conduit de la porte dérobée à cet escalier de service, apparaissent tout à coup sur la gauche, le long de la maison, c'est-à-dire quand ils quittent cette allée briquetée, alors ils se sont imprimés nettement sur la terre molle, nouvellement détrempée par les pluies. Je ne sais si les agents ont tout mêlé, dans leurs recherches ou dans leurs allées et venues inconsidérées, mais ces traces doivent y être encore. C'est par là que je suis venu, c'est par là que je m'en suis retourné. Nous verrons cela tout à l'heure, concéda M. Hébert, qui attachait peu d'importance à tous ces détails, et je l'admets pour l'instant. Au fond, que vous soyez entré dans la maison par l'escalier de service ou par tout autre chemin, il n'en reste pas moins que vous rejoigniez les deux victimes. Pardon, monsieur le juge, je ne les rejoignais pas. Il est exact que je suis arrivé ici dans un esprit des plus douloureux, mettons désespéré, mais nullement tragique au sens que vous attachez à ce mot. Et la preuve, c'est que, je le répète, je n'étais pas armé. Vous le dites. Je le jure, mon malheur me paraissait si inimaginable que je voulais m'en assurer de mes yeux. Cependant, je n'avais point d'autre clé que celle de la porte du petit mur. Me voilà errant autour de la maison. Je savais que ma femme était là avec Roland Boulanger. C'était atroce. Tout à coup, j'entends une voix. Elle venait de la fenêtre de la salle à manger, et c'était la voix de Roland Boulanger qui disait « Si tu n'étais pas venu, je ne sais ce qui serait arrivé. Je n'ai jamais aimé que toi au monde. » Sur quoi la fenêtre fut refermée. Alors, monsieur, je me suis sauvé parce que, justement, je ne voulais pas tuer. On a beau être venu sans armes et mépriser les brutes, il y a des moments où la brute galope en vous d'une façon terrible. Eh bien, j'ai eu la force de la mater, j'ai eu la force de la sortir de là. Voilà toute mon histoire à moi. Et, monsieur, maintenant, il faut que vous sachiez que je regrette d'être parti sur une phrase, sur cette phrase, sur ce tutoiement. Souvent le maître tutoyait ses élèves, et j'ai entendu quelquefois Roland Boulanger tutoyer ma femme devant moi. Si j'étais resté, si j'étais intervenu, mon Dieu, elle vivrait encore. Mais c'est tout ce que j'ai pu faire, de diriger la brute vers cette porte, de me sauver avec cette phrase dans mes oreilles. Oui, vous étiez suffisamment renseigné, appuya M. Hébert avec une tristesse affectée qui ne masquait point suffisamment une amère ironie. Rouletabille était devenu horriblement pâle. « Vous avez beaucoup d'esprit, monsieur Hébert, » lui dit-il en lui jetant un regard terrible. « Mais vous faites un mauvais juge d'instruction. Heureusement que je suis là pour vous épargner encore quelques lamentables gaffes comme celles que je vous ai évitées dans le procès Madieu. Mais comptez sur moi. Il s'agit ici de sauver l'honneur de ma femme et j'y arriverai malgré vous. » Et comme le juge voulait parler, Rouletabille le fit taire d'un geste. En vérité, on eût dit que c'était lui qui dirigeait toute l'affaire et que les autres étaient venus là à ses ordres. « Non, monsieur le juge, je ne suis pas parti renseigné, je suis parti, au contraire, trompé par les apparences comme un simple magistrat.
Dans tous les cas, quand je suis parti, les 2 personnes qui s'étaient donné rendez-vous dans la petite maison de Passy étaient encore vivantes. Il était à ce moment exactement 5 heures. Et la montre du professeur, montre fracassée par un projectile, s'est arrêtée à 5 heures moins 5. Évidemment, c'est dommage pour vous, monsieur, qui en tirez une conclusion des plus erronées. Les personnes étaient vivantes à 5 heures. La montre était arrêtée à 5 heures moins 5. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je ne peux pas empêcher une montre de s'arrêter à 5 heures moins 5. Monsieur Boulanger avait peut-être oublié de la remonter. Cette montre reçoit ensuite une balle qui la fracasse. Fâcheuse coïncidence, mais qui ne prouve rien. Rouletabille, vous oubliez une hypothèse au sujet de la montre de monsieur Roland Boulanger. Pourquoi aurait-elle été arrêtée? Même si le crime a eu lieu un quart d'heure ou une demi-heure plus tard, la balle n'aurait-elle pu frapper à 5h30, par exemple? Je répète que c'est une hypothèse. Une montre qui eût retardé d'une demi-heure? Possible, s'écria Rouletabille, étrangement exalté. Possible, monsieur le juge, mais je suis sorti à 5 heures, moi. Vous êtes sorti d'ici comme un fou parlant tout haut, d'un air absolument égaré. Rouletabille, si vous n'aviez pas d'arme en venant ici, vous alliez peut-être, lorsque vous en êtes sorti, en chercher une avant de revenir. Chapitre 14. Coup de théâtre. Devant cette réplique, qui était venue tout naturellement au juge et que celui-ci n'avait pas imaginée si foudroyante, Rouletabille, un instant, resta muet. Moi, qui le connaissais bien, je le vis tout à coup désemparé. Il chercha mon regard et j'eus froid au cœur pour lui. Mon Dieu, serait-il possible? Ah, plus d'une fois au cours de cette douloureuse séance, je n'avais pas reconnu mon Rouletabille. On eût dit qu'il voulait s'étourdir et étourdir les autres, comme visiblement il était désemparé lui-même. Nous avons essayé de savoir, Rouletabille, reprit durement le juge d'instruction, ce que vous avez fait exactement depuis le moment où, à 5 heures, vous avez quitté cette maison et le moment où, plus d'une heure plus tard, vous avez réintégré votre domicile. C'est un laps de temps bien court pour quelqu'un qui sortait de cette maison avec mon état d'esprit, répondit-il en fronçant les sourcils et en assurant sa voix. Évidemment, j'ai bien perdu une demi-heure à errer comme un malheureux. Où? Je n'en sais rien. Dans les environs, certainement, je ne pourrais pas vous dire. Ni moi non plus, acheva le juge, qui, décidément, semblait prendre sa revanche au moment où il s'y attendait le moins. Je dois vous dire tout de suite, du reste, que si, par hasard, vous étiez revenu ici, chose que dans votre état d'esprit vous pourriez peut-être avoir oubliée, nous n'en savons encore rien. Monsieur, fit Rouletabille, je n'ai plus rien à vous dire pour le moment, mais j'ai une prière à vous adresser. Voulez-vous me laisser travailler dans cette maison, comme j'avais l'habitude de travailler quand je n'étais pas arrêté? Je vous en prie, concéda monsieur Hébert, et il ajouta assez ironiquement, travaillez pour vous et pour moi, et tâchez de me garder d'une erreur qui, cette fois, pourrait vous être funeste. Alors une demi-heure se passa pour Rouletabille à tout examiner du jardin au grenier. Nous le vîmes à 4 pattes sous les meubles, flairant toutes choses comme un chien de chasse, ainsi qu'il m'était apparu pour la première fois au temps lointain de la chambre jaune. Nous fûmes étonnés de le voir passer assez rapidement dans les pièces mêmes qui avaient été le théâtre du drame. Au contraire, il grimpa, descendit et redescendit plusieurs fois à 4 pattes l'escalier de service, se fit ouvrir toutes les armoires dans la cuisine et le sous-sol, enfin s'attarda à l'allée du milieu qui joignait la façade du pavillon à l'impasse Laroche et qui, elle, n'était point d'allée ni briquetée comme la petite allée de service qui conduisait au terrain vague. 1000 pas s'étaient imprégnés là, sur la terre molle, et on se demandait ce que le reporter pouvait encore distinguer des impressions premières. M. Hébert sembla avoir pitié de lui. « Sachez, monsieur, lui dit-il, qu'à la première visite ici du parquet, il a été relevé dans cette allée certains pas masculins qui allaient directement de l'impasse Laroche à la villa et qui n'en sont jamais revenus, hélas. C'étaient les pas de Roland Boulanger. C'étaient les seuls.
aucun pas féminin. Voilà pourquoi je vous disais que madame Rouletabille avait certainement passé par la porte dérobée, ainsi que vous l'avez fait vous-même, ce qui n'a du reste aucune importance. Rouletabille se releva tout à coup. Il était boueux, sale, dépeigné, hirsute. « Monsieur, dit-il, on a certainement interrogé ce Poupardin, le barbier du coin du passage La Roche. Il a peut-être vu quelque chose, lui. » Sur quoi, un des agents de la sûreté qui était là répondit « C'est moi-même qui ai voulu interroger ce Poupardin, mais sa boutique était fermée. Il était parti depuis le lundi, c'est-à-dire la veille du drame. Il avait annoncé depuis quelque temps qu'il projetait un voyage dans son pays. Marius Poupardin n'a donc pu rien voir. « Et vous, monsieur, avez-vous découvert quelque chose ?» fit une dernière fois M. Hébert à Rouletabille. « Non, monsieur, » répondit Rouletabille d'une voix atone et sans regarder personne. « Eh bien, en voilà assez pour aujourd'hui. Allons, » commanda le juge d'instruction. J'allais serrer la main de mon ami qui répondit à ma pression d'une façon assez distraite, et les agents le firent monter dans le taxi. Il y eut encore des bruits dehors. Nous nous séparâmes tous sans une parole. Nous dûmes subir l'assaut des journalistes. Je rentrai chez moi accablé. Je ne sortis de ma prostration que vers les 8 heures du soir en entendant clamer les journaux. « Dernière heure, l'affaire Rouletabille. On a retrouvé le revolver de l'assassin. » Je descendis moi-même en courant acheter les feuilles. Alors j'appris la dernière et sensationnelle nouvelle. On venait de découvrir l'armurier du quartier de l'Étoile, chez qui Rouletabille, le mardi du crime, à 5h15, était allé acheter un revolver. Il n'y avait plus de doute, M. Hébert, par hasard, avait deviné. Si Rouletabille était entré sans armes dans la petite maison de Passy, il en était sorti pour en acheter une à la première boutique venue. On admettait maintenant que l'arrêt de la montre ne prouvait rien, comme l'affirmait Rouletabille, et comme, hélas, l'heure à laquelle il avait acheté le revolver, dans le quartier proche du crime, le prouvait. On arrêtait désormais l'heure du massacre à 5h30, heure qui a été reconnue exacte depuis. Rouletabille était donc coupable. Chapitre 15. Rouletabille en prison. Comment n'en aurais-je pas été persuadé? Quand j'écris « Rouletabille était donc coupable », c'est que, dans l'instant, je le croyais tel. Ainsi en est-il pour vous de toutes les parties de ce récit, dont je vous fais franchir les étapes en vous mettant dans l'état d'esprit qui était le mien, dans le moment même que je vous le décris. Aussi bien n'en ai-je point fini avec les hypothèses ou les certitudes ou les quasi-certitudes relatives au rôle de Rouletabille dans ce qu'on a appelé son crime. Dans le moment, je croyais donc Rouletabille coupable, mais je n'en avais pas l'esprit plus clair pour cela. Au contraire, je ne pouvais m'expliquer une attitude aussi basse dans le cas où mon ami eût fait œuvre de justicier, ni aussi mensongère, surtout vis-à-vis de moi-même, s'il avait obéi, sans pouvoir y résister, au mouvement de la bête. Finalement, je me dis qu'il devait être bien malheureux, et je résolus de l'aller voir dans la prison dès le lendemain matin. J'avais justement un permis de communiquer, signé de la veille par M. Hébert. Après une nuit pendant laquelle je ne pus fermer l'œil, je me dirigeai donc vers la prison où Rouletabille était détenu, en pensant avec tristesse combien les drames de l'amour changeaient les hommes, même les plus forts. Je soupirai. Que n'a-t-il avoué noblement son crime, puisqu'il n'a pu s'en défendre? Tout le monde lui pardonnait. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un objet de pitié. Mais j'étais encore loin de m'attendre à la surprise qui m'était réservée, et qui, pour moi comme pour tout le monde, ne fit que corroborer l'opinion où nous étions de la culpabilité du célèbre reporter dans ces heures néfastes. Je venais, au greffe, de faire viser mon permis de communiquer, et, accompagné d'un gardien, je me dirigeais vers la cellule de mon pauvre ami quand je rencontrai le directeur de la prison, M. Mazot, que je connaissais depuis longtemps. Il faisait une ronde générale et il m'arrêta pour me parler de Rouletabille et pour me confier que les affaires de mon client allaient mal. Hélas, j'en savais aussi long que lui, ou tout au moins je le croyais. M. Mazot est un homme sympathique, bien connu de tout Paris, et qui, avant d'entrer dans l'administration pénitentiaire, a tenu son petit coin dans les lettres.
C'était une figure de l'ancien Montmartre. Il faisait partie de la noble phalange qui entourait Salis, au chat noir de la rue de Laval, aujourd'hui rue Victor-Massé. M. Mazot avait alors une belle barbe d'or, un langage fleuri, spirituel et pompeux, à l'instar du maître d'océan. Ce Salis a fait des élèves qui ont, ma foi, fort bien réussi. Les uns sont arrivés à l'académie, les autres, comme Mazot, occupent des postes de confiance dans la haute administration, d'autres ont fait leur chemin dans la publicité littéraire. Une figure aussi parisienne que celle-là n'était point ignorée, comme on pense bien, de Rouletabille. Sans faire une paire d'amis, ils s'étaient, autrefois, rencontrés assez souvent autour d'une pile de soucoupes dans les tavernes gothiques pour être un peu camarades. C'est ce qui explique le ton véritablement désolé avec lequel M. Mazot m'entretint de la cruelle situation du grand reporter de l'époque. Tout en parlant, il m'accompagnait, et nous nous trouvâmes ensemble devant la porte de la cellule de Rouletabille quand le gardien l'ouvrit. Nous ne fûmes pas peu étonnés de trouver cette cellule vide. Je dois dire, du reste, que M. Mazot était encore plus stupéfait que moi. Je pouvais penser, en effet, que c'était l'heure de la promenade dans le préau. Enfin, je n'avais aucune raison de m'imaginer que, parce que Rouletabille n'était point dans sa cellule, il se fût évadé. Mais le directeur, qui savait, lui, que son client devait être là, ne comprenait pas qu'il n'y fût point, et je le vis tout de suite pâlir. Il appela les gardiens, les surveillants-chefs, bref, il fit un tapage d'enfer, ce qui me parut, au premier abord, assez maladroit, car enfin, s'il y avait eu une faute commise, il était de son intérêt d'essayer d'y remédier sans la rendre aussi publique. Rouletabille, après tout, était peut-être encore dans la prison. Ne pouvait-on point essayer de le rattraper sans toute cette rumeur ? Mais M. Mazot agissait comme si tout fût perdu et comme s'il tenait aussi à faire étalage de sa stupéfaction et de sa colère. Ces façons me revinrent plus tard à l'esprit et je n'en tirai point alors la conclusion qu'il en attendait certainement, et telle qu'elle dut écarter tout soupçon de complaisance ou de complicité. Mais là-dessus, je ne connus jamais la vérité. Quand j'eus l'occasion d'interroger Rouletabille, il me répondit toujours un peu vaguement, non sans une pointe d'amicale ironie pour ce pauvre M. Mazot, qui fut bel et bien déplacé après le scandale d'une fuite pareille. Mais comme M. Mazot, à quelque temps de là, fut nommé directeur d'une prison centrale dans le Midi, ce qui avait toujours été son rêve, je ne vois point de quoi il se plaindrait si Rouletabille lui a vraiment joué un tour de sa façon. Toujours est-il qu'il fut établi que le détenu avait franchi les portes de la prison avec le gros manteau-cap, le chapeau de feutre mou et le cache-nez, sans lequel on ne voyait guère sortir monsieur le directeur en cette arrière-saison. J'ai pensé aussi qu'il avait pu y avoir d'autres complaisances autour de cette affaire. Rouletabille, de par sa profession, connaissait non seulement tout le personnel de la police, mais tous les vieux gardiens et porte-clés de prison. Et il avait, parmi ces derniers, de fameux admirateurs, presque des fanatiques. Enfin, il faut bien expliquer, d'une façon générale, une évasion que Rouletabille ne consentit jamais à expliquer d'une façon particulière. Dans le fait, cela touchait à la fantasmagorie. Si l'on s'en fût tenu au dire des gardiens, aucun n'avait manqué à son devoir, et Rouletabille aurait passé à travers murs et portes comme un simple rayon X. Il ne s'était jamais évadé personne de cette prison. On juge du désarroi au-dedans et du retentissement de l'affaire au-dehors. Le bruit de l'évasion commença à se répandre vers midi. J'allais faire un tour de boulevard, je fus arrêté presque à chaque pas. Maintenant, on était plein d'enthousiasme pour Rouletabille. On oubliait le drame lui-même et la désolante attitude de l'inculpé pour ne plus voir que ce tour de force inimaginable. Cependant, Rouletabille avait fui les juges comme un vulgaire malfaiteur. C'était affreux, n'est-ce pas ? Eh bien, sur le boulevard, on trouvait que c'était épatant. Chapitre 16. Une lettre recommandée. Les journaux tirèrent encore, ce jour-là, des éditions spéciales à profusion. Les petits canards du soir s'en donnèrent à cœur joie, inventant les incidents les plus plaisants et les plus grotesques, donnant des détails aussi extraordinaires que précis sur la façon dont Rouletabille s'était débarrassé de ses gardiens. Le courrier de 5 heures affirma qu'on avait vu Rouletabille se promenant en plein boulevard sans être inquiété.
Le pari laissa entendre que rien de tout cela ne serait arrivé sans la complaisance du gouvernement qui avait tout intérêt à ménager, non point le reporter de l'époque, mais l'époque même, journal à très gros tirage. Quant à l'époque, ce journal relatait les faits sans aucun commentaire. Il n'en fallut point davantage pour que toute la police fût sur pied à la recherche de Rouletabille. Je reçus moi-même un agent de la sûreté qui me posa quelques questions auxquelles je ne pus répondre. À tous, je disais que je regrettais cette évasion. Mon domicile était strictement surveillé. Vers 7 heures du soir, ayant soulevé le rideau de ma fenêtre, je vis sur le trottoir en face 2 silhouettes sur la nature desquelles je ne pouvais me tromper. Je laissai retomber mon rideau en haussant les épaules. La police sera toujours aussi bête, pensai-je tout haut. C'est bien ici le dernier endroit où Rouletabille viendra se faire prendre. Et là-dessus, j'essayais de me mettre au travail quand mon domestique vint m'annoncer que le facteur avait une lettre recommandée à me faire signer. Je lui dis de le faire entrer. Le facteur entra, me tendit une lettre que je regardai machinalement. Je fus étonné de ne voir sur l'enveloppe aucun des signes habituels. Enfin, la suscription en était des plus singulières, à mon bon ami Sainclair et mon adresse. J'avais reconnu l'écriture de Rouletabille. Je regardai le facteur qui se tenait immobile avec sa boîte sur le ventre, toute débordante de rouleaux et de paquets qu'il avait peine à maintenir. « Mais cette lettre n'est pas recommandée, dis-je étonné. Il ne répondit pas. De plus en plus intrigué, j'ouvris l'enveloppe. Il y avait là-dedans une feuille de papier blanche que je tournais et retournais de toutes façons. « Ah ça !» m'écriai-je, « quelle est cette plaisanterie ?»« Chut, Sainclair, pas si fort !» me fit le facteur. Je me levai étourdi. Cette fois, j'avais reconnu la voix de Rouletabille. Mais quant à reconnaître Rouletabille lui-même, sous cet uniforme, sous cette barbe poivre et sel qui lui mangeait la moitié du visage, sous ce képi crasseux dont la visière lui descendait jusque sur les yeux, ah non! Et cependant, c'était bien lui. Il déposa un instant sa boîte, me prit la main, me la serra fortement et me dit « Tu ne me crois pas coupable, toi ?» Je fus lâche, je répondis « Ma foi, je ne sais plus. Pourquoi t'es-tu évadé ? Et pourquoi tu as acheté le revolver ? Je suis venu ici pour te l'apprendre, mon cher maître. Je ne t'ai jamais menti. Je suis sorti de la petite maison de Passy, le plus malheureux des hommes, accablé par la fatalité et persuadé qu'Ivana y avait été amenée par la force même des événements dont je ne rendais responsable qu'une seule personne au monde. Contre celle-là, qui avait sacrifié à sa chimère mon bonheur et la vertu d'Ivana, j'avais une haine rouge. J'ai acheté ce revolver dans l'embrasement de ma douleur pour tuer Thérèse Boulanger. J'étais fou, mais logique, car elle était cause de tout. Je me rendis chez elle, mais je m'arrêtai à mi-chemin. L'accès était passé. Un immense dégoût de toutes choses m'avait envahi, et quand, en rentrant chez moi, j'y trouvai cette pauvre Thérèse, qui ne savait encore rien, mais cependant toute pâle de la même douleur que moi, et me parlant des rendez-vous chez le docteur Schall, je ne pus que la plaindre à l'égard de moi-même. Je la rudoyai un peu. C'était fini, je m'étais reconquis, je te laissais partir avec elle. Je n'avais plus que la force de t'attendre pour te confesser ma misère et mon néant. Voilà, mon pauvre vieux, pourquoi, ayant trouvé un armurier sur mon chemin, j'avais acheté un revolver. Ce dut être un spectacle bizarre que l'instant qui suivit cette confidence. Si le domestique était entré, il eût pu me voir embrasser le facteur. Rouletabille rajusta sa barbe, son képi, sa boîte et prit congé. « Je te quitte. Ton domestique finirait par trouver bizarre cette conférence avec le facteur, un facteur nouveau qu'il n'avait jamais vu. L'autre est malade, paraît-il, mais comme il pourrait arriver tout de même, je me sauve. » Et il partit en me recommandant de sortir du palais le lendemain par l'escalier du quai des Orfèvres, ce qui déjouerait toute filature, et de venir le retrouver chez un bistrot de la rue de Charonne dont il me donna l'adresse. J'arrivai là le lendemain à la nuit tombante. C'était une petite boîte intitulée « À la peau de lapin ». Il n'y avait pas de clients. Une vieille femme qui tricotait avec acharnement derrière le comptoir ne me posa aucune question. Dans l'ombre d'une petite salle basse adjacente, je distinguai, accoudé à une table, mon facteur. On ne nous dérangea pas, nous pûmes causer.
Tu comprends, me dit tout de suite Rouletabille, que je ne pouvais plus rester en prison. Avec cette histoire du revolver, tout se tournait contre moi et par conséquent contre elle. En ce qui me concerne, l'affaire m'est parfaitement égale, mais je ne veux pas que l'on continue à croire que je l'ai tuée parce que je l'ai crue coupable. Je ne l'ai pas tuée et elle était innocente. Voilà ce qu'il faut que je fasse éclater aux yeux de tous. Je ne vais pas non plus laisser cet assassinat impuni. L'être, homme ou femme, qui a abattu ma petite Ivana comme une chienne d'amour, y passera, je te le jure. Où donc te caches-tu, lui demandai-je. Tu dois manquer de tout. Je ne manque de rien. Tu dois avoir besoin d'argent, j'en ai apporté. Je n'en manque pas, mais donne toujours, on ne sait pas ce qui doit arriver. Je lui passai les 5000 francs que j'avais apportés à tout hasard. Il me conta alors en quelques mots qu'il était caché chez un facteur du quartier auquel il avait rendu le gros service de bien placer son fils dans les services d'électricité de l'époque. Avec ce costume-là et son postiche, il pouvait se promener partout, même en plein jour, sans courir aucun risque. Enfin, depuis le matin, il avait d'autres déguisements sous la main. « Je n'ai pas perdu mon temps, me dit-il. Tu ne sais pas par où j'ai passé une partie de la nuit dernière ?» Il avait quitté la prison à 10 heures du soir la veille. Ma foi, non. Eh bien, dans la petite maison de Passy. Je n'ai point découvert autre chose, du reste, que ce que j'y avais vu devant le juge d'instruction. Mais tu as déclaré n'avoir rien vu. J'avais mes raisons pour cela. Tu ne trouves pas que la police a une attitude bizarre dans cette affaire? Non? En quoi? Ah, en quoi? Tu te rappelles ma question à M. Hébert relativement à Marius Poupardin, le barbier de l'avenue Rameau? Parfaitement. Il t'a répondu? Pardon, ce n'est pas lui qui m'a répondu, c'est un agent de la sûreté, un nommé Page, un type que j'ai été étonné de trouver là, du reste, car je sais qu'il a été mêlé à de bien louches besognes et on l'emploie plus souvent à certaines enquêtes secrètes et politiques. Page a répondu carrément que la boutique avait été fermée la veille du crime. Eh bien, c'est faux. La boutique a été fermée le lendemain du crime. Alors c'est idiot ce que Page a dit, car enfin, la vérité ne saurait être difficilement rétablie. Évidemment, mais la police secrète aura gagné du temps. Paraît qu'elle en a besoin. Il y a donc de la politique dans cette affaire? Il y en a un côté, exprima Rouletabille. Et maintenant, je vais te dire ce que j'ai découvert dans la villa. En étudiant bien le petit escalier de service, j'y ai retrouvé non seulement les traces descendantes, très effacées celles-ci, à peine visibles, tandis que les traces montantes étaient beaucoup plus marquées, ce qui attesterait qu'elles auraient été faites par des pieds humides encore de la terre, ou plutôt de la mousse du jardin. Ivana était donc redescendue. Ivana est arrivée par la porte de l'impasse Laroche, et je te le prouverai tout à l'heure. Puis elle est descendue, après le rendez-vous, par l'escalier de service, d'où les légères traces descendantes, et elle s'en allait par l'allée aboutissant à la porte dérobée, quand elle s'est ravisée, et qu'elle est remontée par l'escalier de service, trace marquante toute fraîche du jardin. Pourquoi s'en retournait-elle par cette allée de service? Première question à laquelle je répondrai plus tard, quand elle aura cessé dans mon esprit de n'être qu'une hypothèse. Et pourquoi Ivana est-elle remontée? Seconde question à laquelle je vais répondre tout de suite, parce que, mon cher, le drame était déjà commencé là-haut, et qu'il faisait du bruit, le drame. Il y avait donc une tierce personne? Oui, comme tu dis si bien, une tierce personne. La preuve, la preuve. Rappelle-toi avec quel soin je me suis attardé à relever les traces de pas dans l'allée du milieu, celle qui joint la porte de l'impasse Laroche à la façade du pavillon. Oui, on n'y a trouvé aucun pas de femme. La tierce personne était donc un homme? Non, c'était une femme. Comprends plus. As-tu déjà regardé marcher les femmes dans la rue quand il pleut ou qu'il fait mauvais? Évidemment, et j'ai admiré bien souvent le talent de ces dames à garder des bottines immaculées quand nous autres, hommes... Eh bien, rappelle-toi qu'il avait plu et que l'allée du milieu était détrempée. Une femme un peu élégante devait hésiter à y mettre le pied, mais cette allée est bordée par 2 bandes de briques moussues où j'ai retrouvé, moi, des empreintes restées invisibles pour les autres parce que les autres ne les cherchaient point.
Ici, je reconnaissais bien le fameux système de Rouletabille qui était de partir d'une idée juste nécessaire, une idée qui s'imposait, fatale en quelque sorte, pour, de là, chercher les traces qui devaient corroborer cette idée-là, en quoi son système différait de la méthode inductive de tous les Sherlock Holmes qui sont victimes des pistes ou empreintes qu'ils rencontrent par hasard et qui les conduisent où elles veulent, c'est-à-dire à une erreur, souvent édifiée à l'avance par les intéressés. Or, continua Rouletabille, ces empreintes sont des empreintes de femmes. J'y ai trouvé le pied d'Ivana et un autre pied plus long, plus solide, enfermé dans une bottine à la pointe aiguë, genre américain. Mon Dieu, soupirai-je en me rappelant la façon, qui paraissait excentrique alors, car tous les bottiers faisaient encore les bourrons, dont étaient chaussées certaines dames l'été précédent à Deauville. Voilà qui expliquerait bien des choses. Malheureusement, Rouletabille m'interrompit, poursuivant son idée, ou plutôt son exposition. Ces pas-là dans le jardin allaient et revenaient par le même chemin, et ces pas-là, tu comprends qu'ils ne venaient pas pour rien. Or, je n'en trouve plus trace dans la villa, si léger soit-il. Je ne peux pas douter qu'ils y auraient laissé leur empreinte avec l'humidité du dehors. La preuve, c'est que j'ai retrouvé dans l'escalier du vestibule la trace, à 3 reprises, de la bottine d'Ivana, trace qui a échappé d'autant plus facilement à l'instruction que celle-ci ne l'y cherchait pas. C'est toujours la même chose. La trace des pas d'Ivana avait sauté aux yeux de ces messieurs dans l'escalier de service. Ils avaient immédiatement bâti leur système là-dessus. Pourquoi voir, dans l'escalier du vestibule, une trace de pas qui gênait leur petite combinaison ? Voilà des années que je m'efforce d'apprendre à ces gens-là de se laisser conduire par le bon bout de la raison. J'y ai renoncé. Revenons à mes pas pointus que je ne retrouve pas dans la villa. Il y a une façon d'expliquer cette disparition, c'est d'imaginer que ces pas ne voulaient pas être entendus. Alors les souliers sont ôtés et remis la besogne faite. Horrible, frissonnai-je. Ce n'est qu'une idée. Ne tombons point dans le défaut de ces messieurs de la police et du parquet, repartit Rouletabille. Mais c'est une idée possible qui vaut qu'on s'y arrête, bien qu'elle ne m'empêche point d'en avoir d'autres. Je comprends où va ta pensée, repris-je. Malheureusement, rien ne te dit que ces pas sont venus dans le jardin au moment qui nous intéresse. C'est ce qu'il nous reste à savoir, murmura Rouletabille. Je repris encore en me penchant à son oreille. J'ai fait, moi, une enquête de ce côté, et j'ai appris d'une façon certaine que Theodora Luigi avait quitté Paris à 1h de l'après-midi le jour du drame, avant le drame. Elle a quitté Paris le jour du drame, à 1h de l'après-midi, ricana affreusement Rouletabille, comme Marius Poupardin a fermé boutique la veille du crime. Qui t'a si bien renseigné, Sainclair ? Mais je l'ai su au palais, par l'entremise de Giraud, le greffier de la 9e, qui est intime avec le sous-chef de la sûreté. Que voilà un service admirable. On savait que la question venait de toi ? Probable. Mon pauvre Sainclair, fit Rouletabille. Pardon, fis-je un peu vexé, j'ai déjà dit que j'étais d'un caractère assez susceptible, surtout avec Rouletabille, que j'avais connu si jeune. Pardon, je suis allé moi-même à la gare, et le renseignement était exact. Qu'est-ce que tu as appris à la gare ? Que Parapapoulos était bien parti par l'Orient Express de 1h, ce jour-là, le mardi. Et alors ? Eh bien, mais alors, comme Theodora Luigi est partie avec Parapapoulos ? Non, elle n'est pas partie avec Parapapoulos. Elle n'est allée le rejoindre que le lendemain, le mercredi. Tu es sûr de cela ? Aussi sûr que Marius Poupardin, le jour du drame, n'avait pas encore fermé boutique. Ah, la sûreté nous ment. Il y a autour de Theodora Luigi un étrange mystère. Ce n'est du reste pas la première fois que je m'en aperçois. Tu comprends maintenant pourquoi je n'ai rien dit au juge d'instruction de ce que mes yeux avaient pu voir devant lui ? Il faut que mon système soit bien solide avant que je le montre, car je suis assuré maintenant qu'il y a beaucoup de gens intéressés à le jeter par terre. C'est affreux, soupirai-je. Comment pouvons-nous penser que ces gens-là puissent aller jusqu'à te perdre, te sachant innocent ? D'abord, il n'est point sûr qu'ils me sachent innocent. Et puis, si tu crois que l'on se gêne quand on fait de la haute police... À ce moment, nous fûmes interrompus par un bruit de pas dans la salle à côté. « Bonsoir, ma tante » fit une voix de Rogome. Et, brusquement, la porte de la pièce où nous nous trouvions fut poussée,
et deux personnages que nous distinguions à peine dans l'obscurité s'avancèrent sans cérémonie. Je serrai avec inquiétude la main de Rouletabille, qui restait impassible. Il faisait si noir que l'on n'y voyait pas plus que dans un four. « Tout de même, on peut allumer la lampe », fit la voix de Rogome, et on entendit craquer une allumette. J'aperçus aussitôt deux figures sinistres. L'homme qui allumait un quinquet pendu au plafond paraissait énorme, avec des épaules et des poings formidables. Il était vêtu d'un paletot graisseux au col relevé et d'un feutre informe dont les bords abattus lui cachaient la moitié du visage. L'autre avait une silhouette fine, enfermée dans un vieux complet veston qui avait dû avoir autrefois des prétentions à l'élégance. Il était coiffé d'une casquette enfoncée jusqu'aux oreilles. Un bout de cigarette pendait à sa lèvre inférieure. C'était le gigolo dans toute son horreur. J'en avais froid au cœur. Le géant s'assit sans cérémonie aucune à notre table en face de nous. Il me tendit la main et, cessant de déguiser sa voix, « Eh bien quoi, monsieur Sainclair, vous ne me reconnaissez pas ?»« La candeur !» m'exclamai-je. « Chut, on ne peut rien vous cacher, fit le brave garçon. » Et sans plus s'occuper de moi, il se mit à s'entretenir avec Rouletabille. Je savais combien celui-là lui était dévoué, comme il l'avait suivi dans les pires aventures, reconnaissant, comme un chien fidèle de la niche et de la pâtée que Rouletabille lui avait fait avoir, à côté de lui, au journal L'Époque, dans un moment où, venu à Paris pour faire de la littérature, la candeur avait été instituteur, il mourait quasi de faim. Je l'entendis souffler à Rouletabille. Du nouveau, la boutique de Marius Poupardin est rouverte, mais il a vendu son fonds et c'est son commis qui lui succède. En vérité, fit Rouletabille, visiblement heureux de la nouvelle, Poupardin prend de la distance. Oui, il irait s'établir à Marseille, cité qui lui a donné le jour, qu'il ne faudrait pas autrement s'en étonner. Voilà tout ce que j'ai pu savoir. C'est déjà beaucoup, ça, mon vieux Lacandeur. Poupardin a donc subitement fait fortune? Probable. Et l'empreinte? Vladimir va t'en donner des nouvelles. Ainsi, le joli monsieur qui accompagnait Lacandeur n'était autre que l'illustre Vladimir, dont j'avais entendu tant parler, qui avait partagé avec les deux reporters de si curieuses aventures au cours de la guerre des Balkans. Un très joli garçon, d'une moralité au-dessous de tout, mais brave et capable d'un dévouement à toute épreuve, lui aussi, pour Rouletabille. Enfin, je n'ignorais pas que dans le moment, veuve d'une vieille dame millionnaire qui avait trahi ses espérances lors de l'ouverture du testament, il courtisait, pour le bon motif, une jeune artiste endiamantée du théâtre des Capucines, éblouie par le chic d'un fiancé, qui prétendait descendre d'une des plus nobles et des plus riches familles de Kiev, à laquelle la paix du monde et la ruine du bolchevisme allaient incessamment rendre son antique prospérité. En attendant, mademoiselle Michelette des Capucines lui payait ses cigarettes. Vladimir s'était absenté et remontait de la cave chargé de bouteilles, à la grande satisfaction de Lacandeur. « La vieille t'a vu ?» demanda le géant effaré. « Les femmes ne savent rien me refuser », laissa tomber le jeune slave avec une charmante négligence. « Tu fais la cour à ma tante ?» Mes amis, interrompit Rouletabille, vous dégusterez le bourgueil de madame Peau de Lapin quand je serai parti. En attendant, je t'écoute, Vladimir. Le séduisant Apache ne se le fit pas répéter. Sans plus s'occuper du précieux liquide laissé à la garde de Lacandeur, il sortit de la poche intérieure de son veston un élégant portefeuille, récent cadeau de son aimable fiancée, et en fit glisser une feuille de papier découpée qu'il étala sur la table. Ceci était la mesure, me fut-il expliqué, de l'empreinte que Rouletabille avait prise lui-même la nuit précédente dans la petite maison de Passy. « Eh bien, et la mesure du pied de Théodora, tu me l'apportes ?» interrogea anxieusement Rouletabille. « Ma foi, non, monsieur, » répondit Vladimir, qui, malgré bien des aventures communes, n'avait jamais tenté de franchir, du côté de Rouletabille, les bornes d'une très respectueuse camaraderie. Il y avait quelques honnêtes raisons à cela. Mais ne vous fâchez pas, je crois avoir fait mieux. Voici ce que je vous amène. D'une autre poche, il sortit un élégant soulier de ville qu'il appliqua sur la découpure de papier.
Voyez comme cela s'adapte, fit-il observer avec une orgueilleuse satisfaction. Et ce soulier appartient à Theodora Luigi, interrogea Rouletabille, haletant. Monsieur, il ne lui appartient plus. Cette belle personne en a fait cadeau, il y a quelques semaines, à sa femme de chambre. Je dois même dire que la générosité de Théodore est allée jusqu'à lui abandonner la paire. La femme de chambre de Théodore n'en a pas été plus reconnaissante envers sa maîtresse, car vous savez qu'elle a abandonné récemment son service, devenu difficile et peu réjouissant, pour devenir la femme de chambre de mademoiselle Michelette, qui veut bien avoir quelque bonté pour moi. À propos, monsieur, je crois pouvoir vous annoncer que mon mariage avec cette jeune artiste, pleine d'avenir, est chose décidée. Je te souhaite beaucoup de bonheur, jeta Rouletabille en mettant dans sa poche le soulier et la découpure. Tu as bien travaillé, mon garçon. Et, se tournant vers moi, Sainclair, tu vas nous quitter. Sois ici après-demain soir à 11 heures. Ce n'est pas trop te demander. Je ne crains qu'une chose, fis-je, c'est d'être suivi et de te créer des incidents fâcheux. Rends-toi ostensiblement à la générale de la Renaissance, invite des amis, je te ferai parvenir une loge. Pendant l'entracte, va dire un petit bonjour de ma part à Cora Laparcerie, sors par le boyau de la rue de Bondy. Un taxi-auto, dont le chauffeur ne sera autre que la candeur, t'attendra. Évidemment, je ne t'engage pas à raconter à ton bâtonnier la façon dont tu t'y prends pour donner tes consultations. Oh, fis-je, la vie est devenue beaucoup plus facile au palais depuis la mort de ce pauvre monsieur Cresson. Là-dessus, je lui serrai la main avec une grosse émotion et nous nous quittâmes. Au moment où je refermais la porte, je l'entendis qui disait à la candeur et à Vladimir « Nous voilà en guerre à mort avec la tour pointue. » Chapitre 17. Nouvelles hypothèses. Je rentrai chez moi sans incident, mais ces dernières paroles me poursuivirent toute la nuit. La fatalité qui s'était acharnée si affreusement sur Rouletabille dans cette mystérieuse affaire redoublait singulièrement ses coups. Il ne s'agissait plus maintenant pour mon malheureux ami de combattre une erreur, mais de se mesurer tout seul, dans l'ombre où il était traqué, avec la toute-puissance d'une police secrète, intéressée à maintenir cette erreur coûte que coûte, par tous les moyens visibles et invisibles dont dispose la raison d'État. Théodore était une terrible femme, mais ce devait être aussi, puisqu'il faut appeler les choses par leur nom, une admirable espionne, rendant au pays des services tels qu'il était inconcevable que ceux-ci pussent être interrompus par un fait divers, si important fût-il. Certes, la police devait vivre, avec cette redoutable courtisane aux passions ardentes, des heures difficiles. Mais quoi, n'était-ce point pour cette police une manière de payer ce rare instrument que de couvrir les écarts de la femme et de la garer du scandale, même et surtout lorsqu'elle en sortait les mains rouges? Dans cet ordre d'idées, j'en avais trop vu ou trop deviné, moi qui vivais depuis 30 ans dans l'ombre de la tour pointue, pour m'étonner de rien. Ainsi donc m'apparut le rôle de Théodore à Luigi après mon dernier entretien avec Rouletabille. Il prenait une ampleur telle que j'en fus épouvanté. Malgré toutes les expériences passées où nous avions vu Rouletabille triompher des pires épreuves, je redoutais qu'il ne fût bientôt broyé dans cette affaire où il pesait si peu. Avec quelle anxiété, le surlendemain, en me jetant dans l'auto qui m'attendait au fond des ténèbres de la rue de Bondy, je demandai des nouvelles de mon pauvre ami. La candeur me répondit que sa santé était toujours excellente, mais qu'il était revenu de voyage avec du nouveau qui fichait tout par terre. Là-dessus, le brave garçon ferma la porte et j'eus le temps de me creuser encore la cervelle jusqu'aux bouges de la rue de Charonne. Là, je n'eus pas le temps de descendre. Un coup de sifflet se fit entendre dans la nuit et Rouletabille sauta dans l'auto à côté de moi. « Filons, il y a du paix ce soir. Faudra choisir un autre quartier général. » Et, penché à la portière, il jeta à la candeur « En zigzag, au coin du quai et de la place Saint-Michel. » « Nous sommes suivis ?» interrogeai-je. « Oui, fit-il en haussant les épaules, par Vladimir. » Je respirai. Il commença tout de suite. « Je reviens du Havre. »« Du Havre? Qu'est-ce que tu es allé faire au Havre ?» J'avais appris que Theodora Luigi y avait fait un court voyage avant le crime.
J'ai vu, moi, Théodora Luigi, à l'Opéra-Comique, le samedi qui a précédé le drame, où elle était en service commandé auprès de Parapapoulos. Mais le lendemain matin, lâchant tout, au grand affolement du reste de certaines personnes, elle partait pour le Havre et venait s'enfermer à Sainte-Adresse, où elle déclarait à la mère Merlin, la gardienne de la Villa Fleury, que, quoi qu'il arrivât, elle n'y était pour personne. Théodore avait gardé en location la maison de la Falaise et venait s'y enfermer avec ses souvenirs. Paraît qu'elle avait une figure de morte, qu'elle n'a vécu depuis le dimanche que de fruits et d'opium, mais qu'une lettre est arrivée qui l'a rendue soudain à la vie. 1 heure après la réception de cette lettre, le lundi soir, elle reprenait le chemin de Paris, rayonnante, méconnaissable. La gardienne n'en revenait pas. Or le mercredi, lendemain du drame de Passy, Tamar, l'agent de la police secrète que nous retrouvons partout, arrivait au Havre et mettait tout sans dessus-dessous dans la Villa Fleury. Il s'agissait de retrouver la lettre que Théodore avait reçue et qui lui avait fait quitter Sainte-Adresse si précipitamment. La dame, dans son affolement, l'avait oubliée. Sans doute, la missive avait-elle quelque importance. Or cette lettre, que Tamar n'a pu retrouver car il a cherché mal, comme si on l'avait rangée et non comme si on l'avait perdue, cette lettre, je l'ai retrouvée, moi, non dans la villa, mais devant la villa, dans le fossé de la route. Elle a dû glisser du gant ou du manchon au moment où Théodore a monté en auto. La voici. Et il sortit de son portefeuille un papier froissé, mais soigneusement plié. « Je ne peux pas lire dans cette obscurité, fis-je. Tu dois la savoir par cœur. »« Je voudrais que tu la voies, insista-t-il. Et soudain sur le papier jaillit le rayon d'une petite lanterne sourde. « Ça, c'est l'écriture de Roland Boulanger, m'écriai-je aussitôt. Elle était en effet des plus reconnaissables, hautement bâtonnante, avec de singuliers petits crochets comme des paraphes à toutes les lettres majuscules. Lis. Et je lus. Mon adoré, arrive vite. Je ne peux plus me passer de toi. Je ne vis plus que de toi. L'amour, la mort, tout ce qu'on voudra. Mais dans tes bras, à toi. Le reste ne compte pas. Mardi, Passy, à notre heure. Sois exact, je compterai les minutes. Ton Roland. Qu'est-ce que tu penses de ça? Interrogea froidement Rouletabille. Mon Dieu, balbutiai-je, toutes mes idées sont brouillées. J'aurais besoin de réfléchir. Ce papier est si inattendu. Mais dis donc ce que tu penses, éclata Rouletabille. Dis donc, puisque c'était avec Théodora que Roland avait un rendez-vous ce mardi-là à Passy, la tierce personne qui est venue si tragiquement troubler le rendez-vous est Ivana. L'argument était si nécessaire que je ne savais que lui répliquer. Cependant, c'est elle qui a été assassinée, fis-je, je ne l'oublie pas. Ce n'est point la première fois, reprit Rouletabille en ricanant affreusement et en continuant de se faire l'avocat du diable. Ce n'est pas la première fois que les porteurs de mauvais desseins se trouvent finalement en être victimes. L'arme qui venait de supprimer tout d'abord Roland n'était point attachée au poignet de l'intruse, et la belle Théodore n'est point une agnelle à l'abattoir qui attend le coup qui va la frapper en tremblant sur ses pattes. Et comme tout s'explique, cette balle dans le plafond n'atteste-t-elle point la lutte? Et ce poignet froissé, cette main déchirée? Allons, messieurs, n'insistons pas, acheva le terrible homme comme s'il parlait à un jury déjà convaincu. Passé de cette main débile dans le poignet vengeur de Théodore, l'arme a eu vite couché la coupable à côté de sa victime. Après ce coup heureux, Théodore n'avait plus qu'à filer, ce qu'elle a fait, du reste, avec empressement. Et vous, messieurs, vous n'avez plus qu'à acquitter Rouletabille. Merci, Sainclair, acheva le malheureux en me serrant atrocement la main. À ce moment, la voiture stoppait et Rouletabille me jetait carrément dehors. Je me trouvais soudain seul sur un trottoir. Je m'orientais un peu éperdu. J'étais place Saint-Michel, à quelques pas de chez moi.